ça s'est créé depuis 8 ans. Tout simplement, on était 7 personnes à aider une autre association qui a décidé de se dissoudre. On a essayé de la reprendre, ils n'ont pas voulu, donc du coup on a recréé une autre association. Un petit peu à la fois, on a grandi, on est une centaine d'adhérents, dont je dirais une trentaine de bénévoles vraiment sur le terrain. Vraiment accrochés sur le terrain, disponibles, retraités ou sans emploi, ou étudiants, vraiment une trentaine de personnes vraiment disponibles. Et en fait, tout s'est accéléré au mois de septembre avec le décès du petit garçon en Turquie, Elan. Le lendemain, il y a beaucoup d'Anglais qui ont téléphoné aux différentes associations calaisiennes, locales. Le surlendemain, les Anglais sont arrivés et très vite, on a compris qu'il fallait créer une structure permettant d'accueillir ici des dons d'une part et des bénévoles d'autre part. Nous gérons cet accueil, nous gérons cette structure ici, qui est pratiquement une petite PME. Quand on arrive ici, on se retrouve avec une centaine de personnes au moins qui travaillent d'arrache-pied. Et vraiment, c'est une petite entreprise composée pratiquement uniquement de bénévoles. On peut considérer que 90% des gens ici viennent d'Angleterre. La première chose sont des Anglais qui disent « nous ne sommes pas d'accord avec le fait que notre gouvernement rejette les réfugiés de guerre et non seulement nous ne sommes pas d'accord, mais nous bougeons financièrement et nous bougeons physiquement ». Ici, il y a des gens qui ont pris une semaine de congé pour venir aider physiquement. Ils sont là, ils sont présents. I've been here since, came for the first time in October, and I've been here full time since about mid-November. When I first came, we used to do food distribution from individual food parcels. We used to make 200 or 300 at a time, put them in the back of a van and go to a certain area in camp. And then people would come running and you'd have a long line of people that would queue up for food. But there was always the same problems with it. There was always more people than food. It was always reaching the same people and not reaching people that we knew needed food. So we knew there was a lot of problems with this system. So we worked really hard to implement the system that we have now, which involves going out, gathering a lot of information from people on the ground, trying to find out how people naturally, socially, culturally come together to eat. So what we do now is that we make up bulk orders of food for people to cook for themselves, that we send out suited and matched to how people come together naturally to eat. So the board that we have here represents different areas in camp, so we deliver to different areas on a different day in camp. And it can be anything from a delivery for 5 people up to 400 people, and it's all food that people can then cook for themselves. So it felt really important to us, because people have such little control and power over much of their life in camp. Food is one area that we can really try and empower people, and to be able to give them food so they can cook and share and come together and to have some control over that. So that's what we do. Les embûches, elles sont multiples. Là, ce matin, j'ai de grosses difficultés. On essaie de faire venir un container de Chine. Pour cela, sur un des documents, il faut un tampon de la mairie de Calais. Et depuis le 11 février, je passe 1 heure tous les jours à essayer de récupérer le document que j'ai déposé à la mairie de Calais et qui soit est égaré, soit est en cours d'étude, soit été envoyé au courrier. Et puis on se rend compte 2 jours après que ben non, en fait, tiens, il n'est pas parti. Voilà, ça c'est le genre d'obstacle qu'on a sur notre route et qui me font perdre énormément de temps. Après, bon, il y a aussi beaucoup de petits ennuis, par exemple des amendes parce que notre véhicule circule dans le camp. Donc on retrouve une amende sous prétexte qu'il était stationné dans la rue d'à côté, alors qu'en fait il n'était pas stationné dans la rue voisine, il était à l'intérieur du camp. Ça nous coûte 35 €, j'en suis à 35 amendes. Voilà, c'est le genre de façon d'embêter les gens pour être poli. How is the fact there's a threat against bulldozing the camp? How is that affecting
your work and life? Yeah, massively. So what we're trying to do is trying to maintain as much of this as we can, but we're also making thousands of emergency food parcels to people, because if people are going to be evicted, probably they're not going to be able to have anywhere to cook food. So we're making small packs of ready-to-eat foods that people can have, and we're stockpiling lots of bottles of water, bananas, all that kind of quick, high-energy food that we think people might need. Décalez-vous s'il vous plaît. On ne pas, c'est bien, décalez-vous. Vous pouvez tenir là ici entre les deux? Ok, c'est bien. Non, l'arbuste c'est bon. C'est pas parce que le gouvernement va réussir probablement à démolir le bidonville, d'abord qu'il n'y aura plus de réfugiés. Ils sont déjà ailleurs, ils seront ailleurs. On va simplement nous étendre notre rayon d'action. On était une petite organisation il y a quelques mois, on est devenu la plus grosse organisation locale. On va s'adapter et on va travailler plus sur les autres camps de la région et en particulier sur Grande-Synthe. On est en train de voir comment on pourrait contribuer à travers nos entrepôts, nos bénévoles, nos véhicules. On pourrait contribuer au succès du camp de Grande-Synthe, qui ne va pas être une mince affaire. Et probablement il y aura des besoins, il y a des besoins sur des petits camps dont la population va augmenter. Et il n'est pas impossible non plus, c'est même probable, que des groupes de réfugiés vont se disperser, vont essayer de se cacher. Et on essaiera de les trouver. On a déjà fait ce travail-là et puis de leur apporter ce qu'il faut pour survivre. Un groupe de Soudanais nous a assuré qu'ils partaient chercher un abri dans les bois ou dans les dunes. C'est la pluie là qui va faire? C'est la pluie, ouais. C'est impressionnant. C'est une averse. Si on regarde un petit peu le passé, les expulsions qui ont déjà eu lieu du temps de Sarkozy, Besson ou même les plus récentes, ça ne va pas changer, ça ne va absolument rien résoudre. On va déplacer le problème. Les réfugiés qui ne veulent pas partir, qui veulent rester ici dans le nord de la France parce qu'ils ont toujours le projet de partir en Grande-Bretagne, ils vont se disperser, ils vont essayer de trouver des endroits un petit peu plus calmes. Donc on ne va rien résoudre du tout. Alors je ne suis pas dans la tête de Hollande ou de Cazeneuve, on a quand même l'impression que le gouvernement veut faire croire qu'il maîtrise la situation. Si tu pouvais avoir une conversation d'une demi-heure avec Hollande, Cazeneuve et Valls, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, j'ai pas pensé à cette hypothèse. Qu'est-ce que je leur dirais? D'abord, on a toujours besoin d'exprimer ses émotions. Je leur exprimerai mes émotions devant la situation actuelle, la tristesse, la colère. Pour des tas de raisons qu'on a expliquées à la presse. Il y en a une qu'on n'a pas voulu expliquer parce qu'on aurait paru comme trop attaché au bidonville. Je peux vous dire qu'il y a eu des centaines de milliers d'heures de travail. On a compté 150 000 heures ici de travail de bénévoles. On a dépensé de l'argent qui venait des dons pour faire des abris. Et aujourd'hui, on démolit ces abris. C'est triste et ça ressemble à la torture chinoise, vous savez, qui consistait, je ne sais pas si vous la connaissez, consistait à enlever à écorcher les gens, à leur enlever des morceaux de leur corps pour les faire mourir à petit feu. Ça ressemble à ça, cette démolition au jour le jour qui a commencé lundi. Donc je leur exprimerai d'abord ça. Alors ils en feront ce qu'ils veulent. Peut-être qu'eux ne sont pas des êtres émotionnels et peut-être qu'ils me regarderaient un petit peu de travers. Je leur expliquerai que j'essaierai, mais je pense qu'ils le savent, que l'accueil de réfugiés peut être un atout sur le moyen ou le long terme et que les Français sont généreux et que je suis sûr que si le gouvernement mettait en place une politique d'accueil des réfugiés, il aurait un soutien citoyen considérable. Ce soutien citoyen existe là où il y a des réfugiés et presque partout où on met des réfugiés, cet accueil citoyen s'exprime. Et c'est une richesse. Quand l'État crée un camp de conteneurs dont on peut dire, on va dire ce qu'on veut sur le caractère humain ou inhumain de cet endroit, ça coûte 20 millions d'euros. Quand nous, on met à l'abri, nous, association avec les Britanniques, quand on met à l'abri 5000 personnes dans le bidonville, quand en 5 mois on remplace leur tente par des abris en bois, ça coûte rien au gouvernement français. Et il faut voir
l'énergie des bénévoles, il faut voir la qualité des relations qu'ils établissent avec les réfugiés. Et en plus, c'est un élément d'intégration pour les réfugiés. Les réfugiés, à travers cette relation qu'ils tissent avec les bénévoles et aussi à travers les relations qu'ils tissent entre communautés, parce qu'on fait cohabiter des sunnites avec des chiites, on fait cohabiter des Afghans avec des Pakistanais, ce qui n'est pas toujours évident, des Érythréens avec des Éthiopiens, tout ça c'est un atout pour leur intégration. Donc c'est une richesse, et c'est une richesse aujourd'hui qui est pas du tout exploitée par le gouvernement, juste parce qu'il a une politique avec un regard négatif sur les réfugiés. The best thing to me, I think, is the privilege of just the people that we meet. Just people in camp are astonishingly gracious and generous and just amazingly wonderful people, and it's a real privilege to hear people's human stories of how they got here, and that's also incredibly emotional as well, to hear stories, you know, kind of about lives that they've left, how they've got here, why they've come here, and about how hard it is for people to be able to have all the things that we take for granted. So a safety, a home, a job, somewhere safe to have all the people that you love. The hardest thing is it's an ever-changing situation. So like we've already had one massive area evicted, and just trying to respond to that and be as useful as we can be. So I guess that's a challenge because it's a constantly changing place.